Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de quelque chose qui a débuté depuis le 16 octobre sous l'égide du conseil départemental. On va parler de son projet de transition écologique et solidaire. On voit ça dans Causement Réunionnais. Pierre Pignollet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes chef de projet transition écologique et solidaire. C'est bien ça, au département. D'accord, ça signifie juste pour ne pas... Très simplement, j'essaye de coordonner l'ensemble des actions sous l'égide des élus, avec les différents services du département, pour faire en sorte que la collectivité puisse apporter sa contribution de manière importante au changement, aux transformations nécessaires pour que, à La Réunion, on fasse un peu plus attention à notre environnement et qu'on maîtrise mieux ce qu'on appelle notre empreinte écologique. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a débuté le 16 octobre ? Bien, le 16 octobre, le département a fait le choix, avec la volonté du président Cyril Melchior, de pouvoir organiser une concertation citoyenne, c'est-à-dire que dans l'idée de préparer un plan, donc d'organiser de nouveaux chantiers, peut-être réfléchir à des mesures nouvelles pour qu'on puisse faire mieux en matière d'écologie et d'environnement et de développement durable à La Réunion. Il a été important, cette fois-ci, de pouvoir consulter la population, de pouvoir s'appuyer sur les propositions, les initiatives, les idées des citoyens, des associations, pour celles qui œuvrent déjà dans ces domaines-là, des entreprises, des autres collectivités, des institutions, parce qu'on a le sentiment au département, et c'est ce que les élus ont souhaité, c'est que la transition écologique, ce soit l'affaire de tous et qu'on le réussisse ensemble. En allant sur le site du conseil départemental, on voit que il y a quand même aujourd'hui un travail assez important justement sur cette transition écologie. Il y a 2 ou 3 projets qui sont 3, je crois. J'ai vu 3 éléments assez importants. Là, le département a déjà la responsabilité par exemple, des ENS. Oui, alors bien sûr, le département n'a pas attendu qu'on élabore ce plan pour s'engager en matière de transition écologique. Il y a des projets qui sont menés depuis de nombreuses années. La protection des espaces naturels sensibles, c'est important. C'est ce que je la voulais biodiversité, dire. le département est engagé. Nous avons des services qui travaillent très activement et de manière assez différente. Par exemple, tout ce qui est prévention, lutte contre les espèces envahissantes. Alors, je voudrais juste revenir sur un point. Les ENS, justement, depuis quelques années, c'est un moment important également que le département met en avant. Ces espaces naturels sensibles sont ouverts un petit peu aussi au public, pour que le public puisse se sensibiliser, puisse comprendre. Puisse s'approprier, tout simplement, à la fois le patrimoine réunionnais, le patrimoine naturel, les espèces endémiques, notre biodiversité, mais aussi puisse être sensibilisé à l'importance de protéger ces espaces qui font partie de notre patrimoine, de notre identité réunionnaise, et c'est important de pouvoir en prendre soin, sans le fermer totalement, au contraire, en pouvant l'ouvrir au public, et notamment au jeune public. Il y a énormément de propositions, de projets qui permettent, notamment dans les collèges, de pouvoir aller à la rencontre de ces espaces naturels sensibles. Quand on voit à Saint-Denis, le jardin de l'État, quand on voit à Saint-Leu cet endroit magnifique où et on garde aussi j'allais dire les éléments endémiques. Il y a un gros travail, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'est-ce qui explique que le Réunionnais, il n'est pas plus au fait de ce trésor qu'il a? Je dirais pas que le Réunionnais est pas au fait. Je pense que c'est un constat un peu dur. Bien sûr qu'on peut toujours faire mieux. Le travail de sensibilisation, il est permanent. C'est pour ça que les services du département, mes collègues, les élus qui s'engagent, chaque année, on renouvelle les projets. Il y a eu récemment une très belle manifestation qui s'appelle les Week-ends Nature, qui permettent d'accompagner avec des guides, avec des activités ludiques, les familles réunionnaises dans différents endroits de biodiversité importante de l'île. Donc, c'est un travail régulier qu'il faut refaire, mais je perçois, ne serait-ce que quand je vois dans la concertation citoyenne que nous menons, parce qu'il y a une concertation en ligne, on y reviendra, mais on va aussi à la rencontre physique de la population, moi je mesure plutôt que les gens ils sont très sensibles, très concernés. Ensuite, évidemment, il y a la prise de conscience. Il y a l'idée que ça, le créole y pense, de bonnes pieds de bois là dehors, où ça les vive. Connais ici de Mounier aller pique-niquer dans la forêt. C'est parce que Demouni aime la forêt. Et donc, il y a quand même un contact des Réunionnais de la nature qui est important. Maintenant,
C'est à nous, les services du département et les autres collectivités, d'apporter aussi des solutions qui facilitent, qui permettent davantage aux Réunionnais de s'impliquer, de comprendre, et c'est tout le sens de notre mission, en fait. Et justement, pour continuer là-dessus, comment le Réunionnais ou la Réunionnaise a réagi justement à cette concertation citoyenne depuis le 16 octobre? Quelles ont été un petit peu leur participation, quelles ont été aussi les réponses qu'ils ont données? Alors, je vais pas forcément vous donner aujourd'hui tout le contenu. Oui. D'abord parce que je veux pas influencer ceux qui vont venir participer. Je sais qu'ils vont être nombreux, mais quand même, il y a quelques tendances, bien sûr, qui se dégagent. Au premier contact, les gens sont toujours, que les créoles n'a bon cœur, l'hospitalité. Quand on est dans les rues, on a fait des ateliers, on a fait une caravane, on a eu avec des médiateurs, on est allé vraiment dans les rues, par exemple, rue Maréchal Leclerc Saint-Denis, pendant que les gens faisaient 2-3 courses. On est allé à leur rencontre avec quelques questions, en leur demandant leur avis. Et n'a pas beaucoup de créoles que Zaoua, à Lyon, fout l'environnement, la nature, la Réunion, on n'aime pas ça. Non, les gens aiment leur île. À La Réunion, on aime notre pays. Donc les gens sont plutôt accueillants, plutôt participatifs. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, avec la crainte du Covid, c'est peut-être un peu plus difficile de mobiliser dans les ateliers où il faut venir participer. Je peux comprendre, les gens ont des préoccupations là, entre les questions liées aux enfants à l'école, aux personnes malades, etc., les entreprises qui sont en difficulté. On est dans un moment qui n'est pas simple pour personne. Mais c'est peut-être justement dans ce moment où on voit bien où on peut faire la distinction entre ce qui est essentiel, ce qui compte le plus, notre santé, ce qu'on mange, respirer. Si on a de l'eau pour boire, on l'a vu dans l'actualité, on a des gros soucis de sécheresse. Ouais, donc l'urgence climatique, c'est pas pour le reste du monde. Nous les concernés directement, qu'on rouvre au robinet d'apprendre l'eau. Eh ben, c'est le moment de se poser aussi les bonnes questions sur que ça dans ma vie de tous les jours m'y fait, que ça m'y incite les autres à faire pour que demain, nous n'avons des solutions et que nous ne peut pas à travers les difficultés liées au changement de climat, au fait que nous n'a pas été suffisamment bon jusqu'ici à l'échelle de la planète, mais nous-mêmes à La Réunion, dans notre manière d'aborder ces questions liées à l'énergie, à l'accès à l'eau, à la pollution, à la dégradation de notre patrimoine, de faune et de flore. Donc c'est un moment compliqué, mais c'est peut-être le meilleur moment de prendre conscience. Justement, puisque on parle de concertation là-dessus, ça se retrouve dans certains ça se retrouve dans les réponses. La première, je crois qu'il y a une vraie volonté d'avoir une île plus propre. C'est le réflexe des gens, même si c'est pas la compétence directe du département. Même si ça concerne tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a une vraie volonté. On sent Missangna de Moun, il dit à nous, hein. Non, mais s'il est organisé une journée d'aller ramasser, nettoyer les bords de ravines, nous donne la main, oui, il faut faire. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte de manière assez forte. Sur la question des énergies aussi, puis le gros sujet qui revient beaucoup, c'est les déplacements. Ne serait-ce parce que de Moule est fatigué qu'on a trop l'embouteillage, mais c'est vrai aussi que d'avoir des déplacements plus propres, plus doux, une amélioration des transports en commun, tous ces sujets-là remontent aussi beaucoup. Maintenant, entre la volonté et l'action, à nous de faire en sorte que les gens ils passent de l'un à l'autre. Ça demande du temps, ça demande du temps, de la patience, de la pédagogie. Mais comme la signature du département le dit, on a confiance, nous va arriver. D'accord. Alors, dans cette démarche menée depuis le 16 octobre, où, en tant que chef de projet, attire haute attention et finalement, où dit que il y a de l'espoir pour demain? D'abord, la première, je dirais pas satisfaction, on n'est pas arrivé au bout de l'exercice, mais c'est vrai que dans le contexte actuel, la décision, malgré tout, d'organiser cette concertation pour donner la possibilité à la population de s'exprimer, de donner son avis, c'était un pari difficile. À l'époque où la décision a été prise de mettre en place la concertation, on sortait du confinement, avec beaucoup d'incertitudes sur qu'est-ce qui allait se passer derrière, et beaucoup d'attentes des gens en matière sociale. L'urgence sociale a jamais été aussi forte, et c'est le cœur de métier du département, alors que les entreprises sont en difficulté, que la crise génère des coûts supplémentaires pour les familles, pour les budgets, et malgré tout, la décision a été prise de maintenir cette constatation pour que la vie de la population compte. Et moi, je suis assez agréablement surpris, notamment sur la participation en ligne, donc sur Internet, de voir à quel point les gens ont des idées, ont des propositions, ont envie de partager, ont envie de donner leur avis, et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est parfois quand on regarde ça sur Internet, on a vraiment l'impression que c'est leur petit jardin,
et qui veulent l'aménager un petit peu à leur façon. Oui, il y a de ça aussi. Mais le rapport des Réunionnais à leur nature, c'est pour ceux qui ont d'abord la chance d'habiter dans une case à terre, et notamment dans les Hauts, d'avoir un rapport au quotidien. Dans les chansons réunionnaises, l'odeur café, etc. On sort, manque dans la cour, tout ça. Donc, et puis on arrive sur une saison très importante à La Réunion. La flamboyant dehors, là, en train de fleurir. On a la bonne marchande mangue dehors, la sorte piment sec avec mangue. Donc, on a un rapport, le Réunionnais a un rapport charnel, un rapport sensible à la nature. Et c'est un formidable atout pour faire prendre conscience qu'au-delà du pied de bois, l'environnement, c'est tout ce qui va avec autour. C'est l'eau, c'est l'énergie, c'est les déchets que nous trient, c'est le plastique que nous achète plus. Parce que le plastique qu'on retrouve dans l'océan, dans la mer, et pour les poissons, pour notre richesse marine, c'est un problème, c'est un danger. Donc, c'est un sujet qui est pas simple, mais en même temps qui est essentiel. Donc, comment de l'amour de son pied de bois, de son jardin, de ses plantes, nous rouvre un peu plus notre conscience pour prendre en compte tout ce qui concerne l'écologie et nous place là-dedans. Et ça va être un peu un paradoxe de le dire, mais c'est surtout quelque chose qui va... ça touche également, bien sûr, le département, et le département, c'est aussi l'habitat. Tout à fait. Il va falloir préserver des terres, il va falloir donc construire du logement locatif collectif. Là aussi, ils prennent position, ils sont prêts à aller vivre dans un appartement collectif plutôt que d'avoir une case à terre. Ça, ce sont des choix individuels. C'est par rapport à la réalité de chaque famille, à partir de ce qui est disponible en matière d'offres. C'est vrai qu'à La Réunion, là, on sort un petit peu de mon champ à moi. Mais je suis conscient qu'il y a des besoins en logement qui sont très importants. Mais là aussi, nous va arriver, ça veut dire que nous n'est pas obligé de choisir entre être bien logé et avoir un environnement favorable pour tous. La question, c'est si on fait du logement collectif, comment en amont on réfléchit pour que ce logement collectif soit pensé avec le moins d'impact possible sur l'environnement et le bien-être des personnes qui vivent dedans. Il y a des très beaux projets, je pense à Cœur de Ville à la Possession, pas très loin d'ici, vous êtes en face, vous les studios de Técrol, Éco-Cité qui arrive, le département en fait partie, il participe, et il y a un gros travail de réflexion qui sont faits par l'ensemble des ingénieurs, des techniciens, des élus qui participent pour que ces projets importants pour loger la population tiennent le plus compte possible des contraintes d'environnement. Et je peux vous dire que à la façon dont ces villes nouvelles sont créées, il y a quand même une meilleure prise en compte des problématiques d'environnement et de bien-être pour la population qui va y vivre, qu'on n'avait pas forcément lorsqu'on montait des projets urbains ou d'organisation de logements collectifs avant. Donc on a progressé, donc nous va arriver. Je n'en doute pas, mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que cette population-là, elle va être déjà sensibilisée justement à cette transition écologique? Est-ce qu'elle est consciente que pour préserver son île, elle va devoir faire aussi... peut-être pas des efforts, mais... Si, des efforts aussi, il faut le dire. On n'a rien sans rien. Si vous bataillez pas, si vous faites pas un effort, il avance pas. Ouais. Mais l'erreur, pour moi, le piège à éviter, c'est de penser que entre difficultés sociales et bien-être environnemental, il faut choisir. Il faut pas opposer pouvoir d'achat, qui est quand même une vraie préoccupation pour les familles qui sont en difficulté, et nous sommes nombreux, mais dis-nous, moi avec aussi, il n'est pas toujours facile, fin de mois, et même la fin de mois, quand il est dans le milieu de mois, les très durs, mais il faut pas opposer les deux, parce que justement, le rôle du département aussi, pourquoi il n'y a pas cette transition écologique et solidaire? L'idée, c'est faire en sorte que même pour qui la ville est dure et difficile, nous permettre nous aide Azote à faire l'effort, et nous aide Azote à profiter aussi des bienfaits de ça. Mais prends un exemple simple. Est-ce que les familles qui sont en difficulté, les personnes âgées, qui n'en ont des revenus parfois modestes, et une vie pas toujours facile, en perte d'autonomie, est-ce que ces personnes-là doivent être celles que les plus éloignées, par exemple, des produits locaux et bio? Alors pour votre santé, peut-être Zotti devrait être prioritaire pour ça. Donc, de permettre à tout le monde d'apporter sa part, de faire son effort, en ayant été sensibilisé, en disposant peut-être d'un accompagnement du département ou de ses partenaires, et de profiter de qu'est-ce que la transition écologique amène de bon, en matière, par exemple, de gestion de l'énergie. Pour un particulier, il fait baisse sa facture, c'est gagner en pouvoir d'achat, et c'est dépenser moins d'énergie, et donc aussi moins de pollution
pour Lille. Donc, les pas toujours opposés. Nous gagnons fait les deux en même temps, mais il faut réfléchir un peu. Mais nous va arriver. Alors, il nous reste 5 minutes. Là, on va revenir sur cette concertation. Comment ça va, ces derniers jours vont se dérouler? Est-ce qu'il y aura une modification, une évolution, ou ça va continuer dans le même sens? Non, on a pris en compte, on avait déjà pris en compte, on a renforcé les conditions de sécurité sanitaire, fait en sorte que tous ceux qui viennent participer sur la partie que les pas en ligne, les sécuriser. Nous en avons des masques, nous en avons des jolis masques, le département l'a fait. Avec ces chantiers d'insertion, avec des filles, donc le match de la transition écologique et solidaire que nous donne aux gens, qu'ils viennent sur les stands pour participer. La constatation se poursuit jusqu'au 16 novembre de 3 façons. Premièrement, on peut aller sur le site internet du département, www.département974.fr. On a un gros bandeau écrit transition écologique, ou clique dessus. D'accord. Et après, on suit, il y a quelques questions. Ça prend pas plus de 5 minutes. 5 minutes pour apporter, faire un geste pour la réunion. C'est ce département. Et puis, il y a 2 autres rendez-vous. D'un côté, il nous fait des ateliers citoyens. Nous sera, par exemple, demain à la Maison des Associations, mardi à la Maison des Associations de Saint-Benoît, toute la journée. C'est des ateliers de 1h30. Donc, on peut venir de 9h à 10h30 ou 10h30 à midi, etc. Toutes les informations, on les sur Internet. Et là, il y a un animateur qui vient, tout de moule les parrains à point, qui connaît mieux que l'autre. On vient et il y a une méthode qui permet aux gens de s'exprimer sur des images et d'apporter petit à petit leurs propres idées dessus. Et puis on a la caravane, ça c'est sympa aussi. Nous, ça va spontanément à la rencontre des gens dans les rues. Et il nous sera par exemple samedi matin sur le marché du port. À l'arrivée des Galets, marché du port samedi, et nous sera au parc du Colosse à Saint-André, donc rendez-vous au parc du Colosse mercredi après-midi, un petit stand et puis des médiateurs qui viennent discuter avec les gens en amenant une réflexion sur ces sujets-là et interroger les autres sur quoi les autres y pensent, que les autres y pourraient faire, quoi nous gagner à améliorer, qu'est-ce que le département il peut apporter à les autres demain pour faire ces efforts en matière d'agriculture raisonnée ou de production locale plutôt que ce qui vient de l'extérieur, que a un impact avec le transport, tout ça. Comment mettre en valeur davantage la production locale, tous ces sujets-là, nous maintient jusqu'au 16 novembre. C'est y compris sur l'alimentation, les produits, c'est... Sur la question animale, sur l'alimentation, l'agriculture, il n'y a pas de sujet tabou. La transition écologique, c'est ce que nous mange, c'est comment on nous lie avec notre voisin, notre famille, c'est l'humain, c'est notre biodiversité, notre forêt, notre lagon, notre patrimoine naturel, c'est aussi l'énergie, c'est nos déplacements, c'est notre habitat, vous l'avez dit même tout à l'heure. Donc c'est tous les sujets qui concernent notre mieux vivre en fait. Notre mieux vivre en tenant compte que la nature a besoin aussi d'être protégée pour protéger à nous. Nous arriver. Et on va terminer là-dessus, c'est justement cette démarche-là, elle est vraiment, je veux dire, globale. Mais est-ce que le réunionnais ou la réunionnaise lambda voit l'importance justement de la démarche? Moi, je ressens que les gens le comprennent. Ouais. Après, évidemment, c'est pas des sujets très simples pour tout le monde, mais notre mission, nous, département, c'est de faciliter la compréhension. Avec les élus, le président Melchior s'engage énormément les week-ends, en semaine, sur différents projets, bois de quartier, 1 million d'arbres pour replanter, revégétaliser à La Réunion, que ce soit dans les cours de collège, que ce soit dans les espaces urbains. Donc cet effort-là, il commence à être visible, et plus les gens y voient, ils comprennent, ils prennent conscience et ils participent aussi. Donc on en a comme un cercle vertueux, mais je pense que nous va arriver. Tout ça, il fonctionne, c'est petit pas, mais l'essentiel, c'est d'avancer. Et on dit toujours qu'il faut travailler avec les jeunes, les enfants, les sensibiliser pour que les parents s'impliquent. Oui, c'est vrai que quand on arrive à engager notre jeunesse, c'est toutes les familles derrière qu'on arrive à toucher, à sensibiliser. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'actions qui sont faites en faveur des collèges, des partenariats avec EDF par exemple, sur des distributions de lampes à LED pour les familles, sur réduire les gaspillages alimentaires à la cantine, que les enfants puissent mieux organiser leur plateau repas et qu'on travaille sur qu'est-ce qu'on leur donne pour manger pour que ça aille moins dans la poubelle. Et quand même ça irait dans la poubelle, comment on travaille par exemple avec d'autres collectivités, avec la CINOR, etc., pour voir ensemble comment on peut faire du compostage et récupérer ce qu'on appelle les biodéchets pour peut-être le mettre à profit de nos agriculteurs demain, pour peut-être... voilà. C'est toute une démarche de coopération. Nous travaillons ensemble. On en a beaucoup de sujets, mais notre mission, c'est d'apporter sur chacun des sujets des solutions concrètes
dans l'intérêt de la population et de La Réunion. On va juste rappeler donc que c'est jusqu'au 16 novembre, Oui. cette concertation citoyenne donc pour la transition écologique et solidaire de La Réunion. Le site internet du département, www.département974.fr, Nana Le Bandeau Transition écologique, et Zolva retrouve dessus le programme des différents ateliers et des caravanes à Saint-André, à Saint-Pierre, au Tampon, au Port, et tous les événements à venir sur ce sujet. Viens, donne ta vie, viens contribuer, ensemble nous va arriver. Pierrick Pignollet, on va essayer de vous avoir juste après pour voir si on peut faire un bilan avec vous quand vous serez prêt. Oui, avec plaisir. D'accord. Je reviendrai vous dire qu'est-ce que les Réunionnais nous ont dit et qu'est-ce qu'on peut en faire à partir de ça sur les prochains mois, les prochaines années et ce sur quoi les élus pourraient s'engager. Pierrick Pignollet, merci donc. Merci pour votre accueil, merci beaucoup. Chef de projet donc de la transition écologique et solidaire. Ça a été vraiment un plaisir de voir d'avoir autant d'informations. On va passer à autre chose. Nous, on va regarder Jean-Luc Nabat, ancien postier, nous raconter un petit peu sa retraite et puis raconter aussi sa vie, voir un petit peu comment il a vécu son histoire. On se retrouve juste après. À quel âge vous êtes devenu facteur? À 19 ans, Vous êtes devenu facteur où ça? en métropole. Dans quelle ville? Au départ, dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Il y a quelques années à Boulogne-Billancourt. Après tout le reste, la plus grosse partie de la carrière, à Castres, dans le Tarn. Quoi l'a décidé de devenir facteur déjà? Et ça, c'est une drôle d'anecdote. C'était je me rappelle, c'était en décembre 1973. Décembre 1973, il y a le facteur qui venait passer à la maison. Il y a en portant le journal, et ma mère qui lit le journal, elle me dit tiens, il y a un concours de facteur dans le journal, pourquoi tu ne le passes pas? Après, c'est de là, après j'ai fait la démarche pour m'inscrire, pour déposer ma candidature et passer le concours. J'ai passé le concours en 1974. Et en quelle année tu es arrivé en métropole? 75. Combien de temps ça a duré le métier de facteur en métropole? Et de 1975 à 2012. Ça a été long? Non, pas long. Ça passe. Non, c'était un métier agréable. Le métier était agréable, on ne voyait pas le temps passer. C'était quoi facteur en 1975? Oh, facteur en 1975, disons, au début c'était bon, démarrer dans la région parisienne. C'était pas ingrat, mais on était à peu près invisible par rapport à la population dans la région parisienne. On avait le contact souvent avec les patrons de bistrot, les entreprises, mais très peu avec les particuliers. Les particuliers, peut-être branchés dans la ville de Boulogne-Billancourt, c'était plus résidentiel. C'était des gens qui venaient, qui partaient le matin, qui rentraient le soir. On ne le voyait pas tellement. J'avais une tournée, j'ai gardé pendant 8 ans à Boulogne. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Mais après, quand j'étais muté en province, là, c'était différent. Alors, que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en province, à Castres, quel était le travail du facteur? Ben, le travail du facteur, c'était plutôt un service pas considéré comme un travail, c'était un service qu'on rendait aux gens. On était un peu de tout pour les gens. C'est pour ça que le travail était agréable. Le travail était agréable pour la plupart des gens qu'on côtoyait. On était beaucoup inconfidents. Il y avait des endroits, ils voyaient juste le facteur, cette personne qui voyait de la journée. C'est pas vraiment un travail, c'était plus un service rendu par rapport à la population. Ça signifie que les conditions de travail étaient bonnes? Ah oui, les conditions étaient bonnes, oui. Les conditions de travail. Même si on n'avait pas une grosse paye, mais les conditions étaient bonnes. C'est le fait d'être dehors. Le fait d'être dehors, on était notre propre chef quand on était dehors, c'était très agréable. Ça. Et où on regarde aujourd'hui les facteurs d'aujourd'hui, c'est la même chose? Ah non, on ne fait plus du tout le même métier. C'est plus du tout le même métier. C'est pas de leur faute. Et c'est les conditions de travail et ce qu'on avait dans le temps, c'est vraiment différent. On ne fait plus du tout le même métier. Là, même moi, quand j'ai quitté il y a près de 10 ans, et
Quand j'ai quitté il y a 10 ans, et là, c'était vraiment la fin vraiment du travail agréable. C'était vraiment la fin du travail agréable. On était plus pour rester, pour partir à la retraite que de rester. Bon, il y a, je pense que je fais la comparaison qu'au départ, quand on est rentré à la poste, là, c'était comme si on était dans une famille, qu'on avait pris des bonnes éducations. Et puis à la fin, on est devenu des délinquants du travail. On faisait n'importe quoi. Même moi, j'aimais mon travail. J'arrivais en fin de carrière, avec les conditions de travail qu'on avait, de faire plus d'erreurs, beaucoup d'erreurs par rapport à avant. Ça a beaucoup de différences. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a encore besoin du facteur? Là, c'est difficile à répondre, parce que étant comme je suis plus sur le travail, là, même besoin, je sais pas, parce que le peu de facteurs que je croise, là, on a du mal à discuter avec. Souvent, c'est pas le même qui passe tous les jours. C'est différent. Je ne sais pas vraiment si les gens, la population maintenant, a le besoin comme. Je sais pas. Là, je peux pas répondre là-dessus. À votre époque, le facteur, c'était un membre de la famille des gens de leur tournée? Ah oui, c'était un membre de la famille. J'avais une tournée à Cache, je l'ai gardée pendant 23 ans. Je l'ai gardée pendant 23 ans. Je me rappelle quand j'ai une fille, quand ma fille elle est née, pendant 15 jours, tous les jours, je rentrais à la maison avec un cadeau. Tous les jours, je rentrais à la maison. C'était différent. Les gens m'appelaient sur Jean-Luc. J'avais jamais facteur quand ils me connaissaient. Moi, c'était le facteur qui faisait le bon client. C'est le facteur qui est le bon client. Si le facteur il est bien, les gens sont bien avec moi. Les gens ils étaient contents de moi. Et justement, la société évolue, c'est naturel, mais quelque part, c'est un peu dommage que ces traditions que où l'a connu, il disparaît peu à peu. Ah, bien sûr, oui, c'est dommage. Bon, comme je disais tout à l'heure, le facteur, c'était un confident par rapport à certains. Là, je faisais une tournée, il y a beaucoup de retraités. Comme je disais, le facteur, c'était la seule personne qui voyait de la journée. Même parfois, là, les gens s'abonnaient là où c'était la dépêche du midi, juste pour voir le facteur. Juste pour voir le facteur. Ils avaient la possibilité d'avoir le journal plus tôt, parce qu'il y a un porteur le journal le matin. Non, c'est le fait de voir le facteur. Mais il y en a qui attendaient devant le portail, qui est au bout de la rue, juste pour boire un coup avec le facteur. Et c'est ça fait partie des beaux souvenirs de ce métier. Oui, on avait le temps de travailler correctement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était passé avant de passer à 35 heures, on était à un peu plus de 39 heures. On travaillait lundi au samedi, on faisait un peu plus de 6 heures par jour. Et quand on est passé à 35 heures, on avait plus de charge de travail qu'à 39 heures. Ça fait que, plus de charge de travail quand on avait. Les conditions de travail, c'était devenu déplorable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est que même moi, en fin de carrière, je faisais plus d'erreurs avec les nouvelles conditions de travail. Quel souvenir gardez-vous de cette activité professionnelle? Dans l'ensemble, un bon souvenir, même si à la fin, ça s'est dégradé. Dans l'ensemble, un très bon souvenir avec des connaissances. J'ai beaucoup de connaissances avec les collègues de la poste, soit dans la région parisienne ou dans le Tarn. Même maintenant, à la retraite, on garde encore les connaissances. Mais c'est compliqué. Il y en a 2 qui m'ont appelé hier encore, d'Albi et de Toulouse. Non, on garde. En gros, c'était une grande famille. Souvent, même après le travail, le week-end, on pouvait se retrouver pour aller voir un match de rugby ou aller manger au restaurant, des choses comme ça. Il y avait une bonne ambiance.